Magnan. 9 nouveaux décès, 119 guéris et 38 cas graves, ce sont là quelques chiffres tirés du point du jour sur l'épidémie de Covid-19 au Sénégal fait par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 198 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures, dont 62 cas contacts et 136 cas de contamination communautaire. Cela fait exactement une semaine jour pour jour que le couvre-feu est entré en vigueur dans les régions de Dakar et de Thiès. Ici à Dakar, les citoyens ont des avis partagés sur la mesure, sur la pertinence de cette mesure. Cependant, ils invitent les autorités à œuvrer pour la relance des activités. Je vous propose d'entendre le reportage d'Oumou Kalsoum Li. 21h du ñu mën a écouler seen marchandise. Cela fait aujourd'hui une semaine que les Dakarois sont contraints de rester chez eux au-delà de 21h à cause du couvre-feu et de l'état d'urgence, des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Papa Diatta, la quarantaine, porte une chemise bleue et un pantalon jean délavé. Cet homme est pour la levée de ces mesures de restriction. Actuellement, les Sénégalais souffrent. On n'a pas besoin de reculer ou d'avancer l'heure parce que ça n'a pas d'importance pour la maladie. On ne peut pas dire que la maladie, les gens sont contaminés à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Non, il faut qu'on arrête. Les Sénégalais souffrent. Les gens veulent travailler, c'est pas nécessaire. Seynabou Sagna, une dame au teint clair, la mine décontractée, elle tient son restaurant à Yoff. Le couvre-feu a eu un impact négatif sur ses activités. Le couvre-feu nous affecte, nous les restauratrices. On n'a pas suffisamment de temps pour écouler nos produits. C'est une véritable course contre la montre. Vraiment, je demande aux autorités de décaler l'heure si possible. Bokar Ndiaye est un homme d'affaires, la taille un peu élancée. Il insiste sur les difficultés de trouver un moyen de transport à certaines heures. Quand je descends de mon lieu de travail, c'est la croix et la bannière pour avoir un bus et beaucoup de gens qui habitent loin sont dans la même situation. Les autorités devraient, à mon avis, mettre à la portée des gens des bus. Décaler l'heure du couvre-feu n'est pas la solution. On doit l'éliminer une bonne fois pour toutes. Après une semaine de couvre-feu, l'heure est au bilan. Pour ces Dakarois rencontrés, l'État doit revoir la stratégie de riposte pour éviter de paralyser les différents secteurs d'activité. Le couvre-feu et ses effets à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans les différentes facultés, les cours s'arrêtent à 16h. Les horaires d'ouverture des restaurants ont aussi été réaménagés. Suivons le reportage de Pape Mbaye Diao. À l'université Cheikh Anta Diop, les autorités ont réaménagé les heures de cours. Les étudiants quittent les amphithéâtres à 16h à cause de l'état d'urgence. Steven Damsen, président de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines. Continuer du moins la lutte contre la Covid-19. Donc il y a des mesures, voilà, ces mesures-là ont touché l'université Anta Diop de Dakar sur tous les plans. Premièrement, sur le côté pédagogique, nous avons vu, revu des horaires de cours avec le rectorat, les décanats. Maintenant les cours, le délai terminé à 20h. Maintenant on termine les cours à 16h pour permettre à nos camarades qui rentrent au niveau de la banlieue de pouvoir retourner chez eux avant 21h. Des réaménagements sont aussi notés sur les heures d'ouverture et de fermeture des restaurants. Selon Modou Diaw, étudiant en masse 2. Avant le couvre-feu, l'heure d'ouverture était prévue à 19h et la fermeture est à 21h. Maintenant, pour permettre aux étudiants qui habitent aux alentours de l'université de venir manger et de rentrer sans avoir de problème, maintenant l'heure a été rabaissée. Maintenant, l'heure de l'ouverture des réseaux est à 18h30 pour la fermeture à 20h30. À cause du couvre-feu, des réaménagements sont notés sur les heures de cours, de même que les heures d'ouverture et de fermeture des restaurants. Mais les étudiants soutiennent que malgré ces réaménagements, ils ont des difficultés de transport pour rentrer à temps, 16 heures. Autres personnes impactées, les vendeurs de lait caillé dans les quartiers de Dakar sont affectés par le couvre-feu. Ils notent une baisse de leurs recettes journalières. En plus, les mesures barrières ne sont pas respectées par les clients, surtout à l'approche de l'heure du couvre-feu. Reportage Sekou Diallo. À quelques minutes de 21h, ces clients font la queue au niveau des vendeurs de lait caillé car ils ne veulent pas être victimes du couvre-feu. Mais le respect des gestes barrières n'est pas au rendez-vous chez certains parmi eux.
Habib Mbaye, vendeur de lait caillé, nous renseigne qu'il fait le maximum pour sensibiliser ses clients, mais il ne parvient pas à convaincre tout le monde. Ceux qui ne portent pas leur masque, je discute avec eux, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont tellement têtus. Même si certains comprennent, d'autres sont loin de là. Et vous savez, nous ne pouvons pas forcer les gens à porter leur masque. Nous ne pouvons que sensibiliser ses clients. Son revenu journalier est revu à la baisse à cause du couvre-feu, mais cela ne l'a pas empêché de magnifier cette décision du chef de l'État. Avec le couvre-feu, nos recettes sont en baisse. Nous avons plus de clients pendant la nuit et nous sommes obligés de fermer à partir de 21h. Mais entre 20h et 21h, les clients s'en profitent pour acheter du lait caillé. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais c'est la volonté divine. Selon ce vendeur de lait caillé, l'heure du couvre-feu doit être fixée à 22h pour lui permettre de satisfaire ses clients. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Retour aux aspects épidémiologiques avec la recrudescence de la pandémie de Covid-19. À Thiès, les écoles élémentaires et préscolaires sont exposées. Conscientes du danger, les autorités académiques et sanitaires sillonnent les établissements scolaires pour donner des leçons de vie aux élèves. L'inspecteur d'académie de Thiès, les inspecteurs annoncent que toutes les écoles seront dotées de masques pour faire face au coronavirus. Reportage chez Ranta Diop. Portons nos masques pour couvrir la bouche et le nez. Restons à la maison de 21h jusqu'à 6h. Leçon de vue sur le coronavirus, toutes les écoles élémentaires de Thiès, de concert avec l'inspection d'académie de Thiès, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville et le médecin-chef du district sanitaire déroulent ce programme pour sensibiliser davantage les élèves sur le coronavirus. Pape Baba Diassé, l'inspecteur d'académie de Thiès. C'est quoi le coronavirus? Quels sont les symptômes, les mesures barrières qui nous permettent de faire face à la pandémie. Cette leçon de vie se déroule dans toutes les classes de l'académie et à tous les niveaux, du préscolaire au niveau du secondaire. Nous avons reçu récemment, 582 000 masques avec l'appui des partenaires. Nous pensons véritablement que tout le matériel nécessaire sera mis au niveau des écoles et établissements. Moustapha Faye, le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, a profité de l'occasion pour lancer un appel à la communauté. Selon lui, le Covid-19 continue sa progression à Thiès. Depuis début novembre, on a commencé à constater une recrudescence des cas. En ce jour, votre district enregistre combien de cas? Un peu moins de 800 cas. Nous n'avons pas encore atteint le pic. Presque tous les jours, les cas augmentent. Baba Diassé, l'inspecteur d'académie de Thiès, révèle que depuis le début de la pandémie, les écoles de Thiès n'ont enregistré qu'un seul cas positif, mais qui a été très vite maîtrisé. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. S'agissant maintenant de la gestion de l'épidémie, tous les espoirs sont fondés sur l'arrivée rapide d'un vaccin. La stratégie de vaccination du Sénégal est soumise au président de la République ce mercredi en Conseil des ministres. Depuis hier, on évoque donc que la Chine fera du vaccin Sinopharm. Faisons plus ample connaissance avec ce vaccin avec Aminata Dia. Le vaccin chinois serait efficace à 79%, un chiffre bien en dessous comparé à celui de ses rivaux Moderna et Pfizer-BioNTech. Cependant, le laboratoire Sinopharm utilise un virus inactivé pour son vaccin contre le SARS-CoV-2, une technique plus traditionnelle, mais les résultats des essais cliniques montrent que le vaccin peut être sûr, tolérable et capable de déclencher une production d'anticorps contre la COVID-19. Selon les auteurs de l'étude, qui ont comparé les résultats du vaccin de Sinopharm aux données des résultats des autres essais de vaccins, la réponse immunitaire est la même. Mais ils préviennent qu'il faut être prudent dans cette comparaison à cause de la différence des technologies utilisées pour l'élaboration des différents vaccins. Avantage du vaccin chinois, il peut être transporté plus facilement à des températures plus élevées que celui de ses rivaux. Le vaccin de Sinopharm nécessite une piqûre de rappel pour fournir une protection au sujet. Il faut alors jusqu'à 3 injections pour avoir une réponse d'anticorps assez forte. La biotechnologie, qui développe aussi un deuxième vaccin, déclare qu'elle pourrait produire environ 1 milliard de doses de vaccins cette année. Le vaccin biotech basé à Pékin a obtenu une autorisation dans plusieurs pays et a également été déployé, en partie en Chine, avec environ 1 million de personnes
déjà vaccinés. Autre aspect de la gestion du Covid-19, cette affaire de 43 personnes interpellées lors d'une piscine partie en plein couvre-feu après la découverte de la contamination de certaines d'entre elles au Covid-19. Tout le groupe a été mis en quarantaine et la cave du tribunal désinfectée. L'administration pénitentiaire, après des cas de contamination chez ces personnes déférées suite à une piscine partie, a procédé à la désinfection de la cave. Mariam Ba est la chef du service communication de la direction de l'administration pénitentiaire. Elle a été jointe tout à l'heure par El Hadj Ndiogou Diène. 2 cas ont été signalés parmi les personnes arrêtées lors d'une piscine party. Donc, elles ont été testées positives. Mais il faut dire que ces personnes n'étaient pas encore placées sous mandat de dépôt. Et maintenant, à l'issue, des mesures ont été prises. Donc, le procureur de la République a rendu compte aux autorités administratives et au ministère de la Santé. Au niveau de la cave, il y avait des déférés pour non-respect du couvre-feu et d'autres personnes également étaient au niveau de la cave. On a eu à tester 82 personnes qui étaient déférées, plus le personnel pénitentiaire. Donc, il y a 3 cas de contamination. Donc, le reste, on les a mis en quarantaine. Et il faut dire qu'aucun détenu n'a été admis dans les établissements pénitentiaires. Donc, également, la cave a été désinfectée par le service d'hygiène selon le protocole. Donc, au niveau de la cave, en tout cas, il y a un dispositif de surveillance qui est mis sur place, en tout cas pour veiller à toute éventualité. Autre affaire qui avait eu lieu lors du couvre-feu pendant la première vague du Covid-19, c'était l'année dernière, l'affaire Ibatiam. Le procès qui a été renvoyé à plusieurs reprises doit avoir lieu ce matin devant le tribunal de Dakar. L'affaire n'a pas encore été appelée à la barre. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Sadio Ousmane Diédhiou, le comité de collecte de fonds se réjouit de la décision du chef de l'État de prendre en charge l'intégralité des soins de l'étudiant qui souffre d'aplasie médulaire. La facture est arrêtée à 120 millions de francs CFA. Le comité doit se réunir dans les prochains jours pour décider de la destination des fonds déjà collectés. Écoutons Dr Amadou Sow, il est membre du dit comité. Il a été joint par Barthélémy Ngom. Nous remercions le président de la République pour son geste, sa magnanimité, même si on peut juger que c'est assez tardif parce que depuis plusieurs mois les gens étaient là-dessus. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Nous le remercions pour ce geste et au-delà du président, tous ses collaborateurs du palais et des autres institutions administrations du pays. Mais j'aimerais aussi m'arrêter un peu sur les Sénégalais et les non-Sénégalais à travers le monde qui ont eu à participer dans cet effort, dans cet talent de solidarité. Combien vous avez eu à collecter? Pour l'instant, je ne peux pas annoncer un montant. Peut-être je renvoie les gens au dernier point de situation que nous avions eu à faire. Mais je pense que depuis lors, ça a évolué. Et comme l'information que j'ai eue, c'est que ça pouvait prendre en charge. Maintenant, nous sommes en train de prendre contact avec toutes les personnes qui étaient en train de collecter. On fera le point, on centralisera cela et on saura que c'est un montant qui s'estime à tant de millions de francs et on le dira aux Sénégalais. Quel est maintenant le sort réservé à cet argent que vous avez collecté du moment où le chef de l'État décide de prendre en charge SOD? Là aussi, je précise que je parle à mon nom personnel. Donc, de ce point de vue, moi, je dis que les fonds ont été collectés au nom de SOD et pour une cause. Donc, dans la limite de la légalité et de la légitimité, après avoir pris en charge complètement, je dis complètement SOD du point de vue sanitaire. Et je précise que sa prise en charge, c'est une greffe et il y a une vie après la greffe, il y a des médicaments, ce dont il aura besoin. Quand on aura fini en tout cas de supporter tous ces frais-là en concertation avec SOD et toutes les parties prenantes, pour moi, ce serait très bien et louable qu'on puisse destiner le restant de cet argent-là à des causes similaires, donc la prise en charge médicale d'autres Sénégalais qui ne sont pas moins méritants que SOD pour vivre. Les agents de santé des collectivités territoriales observent depuis ce matin un arrêt de travail de quelques heures. Ils réclament le paiement de leur prime Covid. Ces travailleurs annoncent une grève en début février. Écoutons Sidi Ndiaye, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le mouvement d'humeur a démarré depuis notre plan d'action adopté l'autre jour par le port de Brassard Rouge depuis le 5 janvier. Et aujourd'hui, nous sommes dans un arrêt de travail de quelques heures, c'est-à-dire de 10 heures à 15 heures, toujours dans le cadre de l'alerte concernant la prise en compte de nos droits par rapport au paiement de la prime Covid qui, comme vous le savez, était une mesure envisagée par le chef de l'État
qui a mis à disposition du ministère de la Santé près d'une soixantaine de milliards pour que le personnel soit motivé. Ils ont de manière unilatérale fixé le montant de cette prime à 50 000 par agent et pendant 6 mois. Malheureusement, on a constaté que seule une partie des personnels de santé ont reçu et que nous, travailleurs des collectivités locales, nous sommes ignorés comme d'habitude. Et je crois que cela doit cesser au moment où nous parlons de la fonction publique locale pour véritablement régler la question de l'équité et de la justice. Les pratiques continuent et c'est inacceptable. Nous avons, comme vous le savez, déposé un préavis de grève et à l'expiration de celle-ci, il est évident que nous irons en grève. Ce sera à la fin du mois et en début février. Vous savez, quand vous déposez un préavis, vous devez attendre un mois et à l'expiration du préavis, vous irez en action. Donc, à l'expiration du préavis, une assemblée générale sera convoquée où nous allons décréter le montant de grève. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'en période de pandémie, on ne va pas lutter. Puisque nous avons l'impression qu'au moment où nous voulons tout faire pour éviter la grève, on nous pousse à la grève. Aucune autorité n'a daigné bouger par rapport à nos préoccupations. Au nom de quoi des fonds publics mis à disposition pour parvenir aux travailleurs sont bloqués quelque part sans que nous ayons la moindre explication. C'est injuste, c'est inacceptable et c'est pourquoi nous sommes prêts à lutter, nous serons prêts à nous battre pour que force reste à la loi et qu'on respecte tous nos droits et tous nos droits. Allons maintenant dans la région de Diourbel où les habitants de Thiali et des villages environnants dénoncent leur enclavement, le manque d'eau et l'absence de structures sanitaires qui empêchent l'épanouissement des villageois à Thiali et environ. Elles l'ont dit ce matin lors d'un point de presse compte rendu Babacar Diouf. Leur position géographique et la présence de l'autoroute Ila Touba font que ces populations des villages de Thiali et environ ont des difficultés pour se soigner. Bambagnan, un fils du village. Maintenant, il y a des domaines qui relèvent de l'État, comme la santé. On est aujourd'hui séparés par la commune Taïmoudfa, par l'autoroute Ila Touba. Au lieu de faire 7 km comme d'habitude, nous faisons 11 km avec une route d'une situation dégradable. Donc cela est une difficulté majeure. Vu l'accroissement rapide de la population de Thiali, qui est le plus gros village de la commune, je veux dire, donc il est normal qu'ils obtiennent un poste de santé digne du nom. Dans cette bourgade de la commune de Taïba Moutfa dans le département de Diourbel, les habitants ont aussi soif du fait des pannes récurrentes du forage. De l'île rurale, la région de Diourbel est gérée par l'opérateur Aquatec. Toujours c'est des problèmes. Toujours on rencontre d'énormes difficultés. Le forage de Thiali ne fonctionne plus presque à cause de la mauvaise réforme. C'est pour cela aujourd'hui que toute l'association s'est mobilisée pour réfectionner ce puits à hauteur des centaines de milles, pour vraiment alléger la tâche aux femmes qui rencontraient différentes difficultés pour puiser l'eau à 37 mètres de profondeur. Ces habitants de Thiali ont aussi besoin de passerelles pour traverser l'autoroute afin de poursuivre leurs activités agricoles dans cette partie nord-est de la région de Diourbel. RFM Babacar Diouf. On est toujours sans nouvelles de Diary Sow, l'étudiante sénégalaise disparue depuis une dizaine de jours en France, sans laisser de traces ni de nouvelles de sa part. Une enquête a été ouverte et l'affaire mobilise les autorités des deux pays. Des cas de disparition d'étudiants sénégalais au Maroc sont assez rares pour être signalés. Sont-ils pourtant pris en charge par nos représentants diplomatiques sur le plan sécuritaire? Les avis sont partagés dans ce reportage de notre correspondant à Casablanca, Khadim Ndiaye. Étudiante en médecine dans la tranquille ville de Rabat, Rokhaya n'est pas du genre à se plaindre. Alors, pour ma part, je peux dire que nous, les étudiants sénégalais ici à Rabat, nous jouissons d'une sécurité inégalable, pas parfaite, mais vraiment au top. Logé à la prestigieuse cité universitaire internationale de la capitale, notre compatriote a même droit à des privilèges de visite quelque peu diplomatiques. Selon elle, nos autorités veillent sur sa sécurité. Tout le monde sait que dans les résidences universitaires marocaines, il y a vraiment une sécurité. Les autorités de l'ambassade sénégalaise viennent de temps en temps s'enquérir de la situation des étudiants sénégalais dans les résidences universitaires. Mais que dire des étudiants du privé qui ne bénéficient pas de logement universitaire? Je vais dire non, du moment où il n'y a personne qui veille sur nous. Quand je parle de ces gens-là, je veux nommer juste les autorités sénégalaises. Diara et ta mère, qu'ils veillent sur nous, savent exactement où est-ce qu'on habite. Ils comptent bien se faire entendre. Pourquoi pas donner des résidences aux étudiants qui sont dans les écoles privées? Des solutions de ce genre existent. Elles sont d'ailleurs mises en avant dans d'autres communautés estudiantines ici au Maroc. Lamine Ndiaye, qui est une sorte de grand frère pour les étudiants sénégalais au Maroc, c'est de quoi il s'agit. Il connaît des modèles qui marchent. J'ai vu aussi des ambassades, par exemple, qui gèrent leur quota de leur pays. C'est-à-dire, c'est eux qui disent tel ou tel étudiant va loger à la cité. Les autres, donc, les autorités vont servir ce qu'on appelle d'intermédiaire entre les étudiants et ce qu'on appelle les bailleurs. Ça les permet aussi d'avoir quand même un contrôle sur les étudiants. Des cas de disparition d'étudiants
étudiants sénégalais au Maroc sont extrêmement rares pour être signalés. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Au Mali, la mission d'évaluation de la CEDEAO s'est achevée hier mardi. Cela après 2 jours de rencontres avec les autorités de la transition et les forces vives maliennes. La mission de la CEDEAO a salué les avancées dans le processus de transition. Elle a aussi appelé les différents acteurs au dialogue pour préserver les intérêts du Mali. Papa Diao. La visite de 2 jours de la mission de la CEDEAO dirigée par Goodluck Jonathan au Mali a pris fin hier mardi 12 janvier 2021. Dans son communiqué final, la mission a dit avoir noté des avancées relatives à la mise en œuvre des organes de la transition, notamment la nomination des membres du gouvernement et du Conseil national de la transition. Après avoir salué les efforts du gouvernement du Mali sur le plan sécuritaire, la mission de la CEDEAO a invité les autorités de la transition à finaliser et à communiquer sur une feuille de route assortie d'un plan d'action indiquant les différentes activités à réaliser tout en étant respectueux de la période de la transition fixée à 18 mois. La mission a aussi insisté sur la nécessité de renforcer les concertations à travers un dialogue plus ouvert à l'ensemble des parties prenantes pour assurer un processus de transition inclusive. Cela permettra une plus grande appropriation interne des différentes décisions relatives à la transition, en particulier l'élaboration des textes fondamentaux, c'est-à-dire la Constitution. Concernant l'organisation d'élections libres et transparentes, les autorités sont appelées à prendre en compte, dans la mesure du possible, les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif, notamment en matière de gestion des élections. Elle a par ailleurs exprimé son inquiétude quant aux interpellations liées à la tentative présumée de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle a pour la circonstance invité au respect des procédures légales en vigueur en toute transparence dans le respect des droits humains. Goodluck Jonathan et sa délégation ont réitéré la solidarité de la CEDEAO au gouvernement et au peuple malien. En Centrafrique, une attaque de groupes armés ce matin à Bangui, la capitale. Des tirs ont été signalés au quartier PK12 ainsi que sur le pont PK9. Le ministre centrafricain de l'Intérieur a confirmé ces 2 attaques de rebelles qui mènent une offensive contre le régime du président Faustin Archange Touadéra, fraîchement déclaré réélu. Mais Henri Wanzet Lingisara assure qu'elles ont été repoussées selon lui. Les assaillants seraient en débandade. Dans un tweet publié dans la matinée, le Premier ministre Firmin Bada soutient que des ratissages sont en cours. Aux États-Unis, Donald Trump affronte ce mercredi une 2e procédure d'impeachment. Une semaine après les violences du 6 janvier qui ont fait 5 morts à Washington, un vote est prévu vers 20h GMT sur son acte d'accusation à la Chambre des représentants. Il devrait être facilement adopté. Les démocrates contrôlent la Chambre basse avec l'appui notable d'une poignée de républicains. Le 45e président américain devrait ainsi devenir le premier de l'histoire à être 2 fois mis en accusation au Congrès dans une procédure de destitution. Son vice-président Mike Pence, lui, a écarté l'autre menace qui pesait sur la fin de mandat de Trump en refusant d'invoquer le 25e amendement de la Constitution qui lui aurait permis de démettre le président sortant en déclarant inapte à exercer sa fonction non loin des États-Unis. Au Canada, des internautes contribuent à l'identification des personnes impliquées dans les émeutes au Capitole à Washington la semaine dernière. Mamadou Aïchandiaï. Au Canada, malgré les couvre-feux dans les provinces d'Ontario, mais aussi du Québec, il se mène une véritable contribution à l'effort d'identification des émeutiers du Capitole de Washington. Plusieurs vidéos et photos circulent sur l'assaut du Capitole de Washington sur des Canadiens et Canadiennes menant une partie des efforts pour documenter et traquer certaines des personnes impliquées dans cette thématique. Selon la directrice adjointe du réseau canadien contre la haine, qui a mené une équipe qui identifie des personnes impliquées, 3 personnes déjà sont entre les mains de la Dame Justice. Cette organisation à but non lucratif surveille habituellement les groupes, les crimes haineux au Canada, afin des FBI à donner ces justiciables à la justice américaine. Plusieurs vidéos et photos cruciales pour l'enquête ont été mises à la disposition des autorités américaines, mais aussi canadiennes, pour faire la lumière sur cette affaire. L'instigateur de cette base de données, un Canadien du nom de Adam Lunch, souhaite garder la trace des vidéos et a fini d'avoir plus de 600 gigs de données par rapport à ces émeutes. Ici Montréal, Mamoudou Chendia, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci à vous, Georges Diop. RFM Sport.
Pour le journal des sports, accueillons Chertidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous Suleiman et bonjour à tous. Au mois de mars prochain, les entraîneurs cumulards devront choisir entre leur club et l'équipe nationale. Oui, la Fédération sénégalaise de football a pris cette décision pour avoir en plein temps ses techniciens et les mettre, disons, à la disposition des autres catégories. Malik Daf, entraîneur du Yaraf, encore en course en Afrique, et Youssouf Dabo de Teungueth FC, qualifiés, sont concernés par cette décision et ils devront en principe choisir entre leur formation et l'équipe nationale. Le président de l'association des entraîneurs de football demande d'y aller avec tact et intelligence au grand bénéfice du football sénégalais. Badara Sarr, son nom. Ce délai va bientôt arriver, c'est au mois de mars normalement. À mon avis, je pense que la fédération n'a pas encore fait sa proposition au niveau de ces sélectionneurs-là. Dans ce domaine-là, il s'agit de décisions individuelles, de décisions personnelles par rapport à ce que peut-être leur club leur propose comme projet sportif et projet économique, par rapport aussi à ce que la fédération propose au niveau des sélections. Teungueth ou Jaraaf, ces clubs-là ont fait des performances en Afrique. Ce sont de grands clubs aussi depuis un certain temps au niveau local. Sûrement, il y a de très bons projets au niveau de ces clubs-là. Ce qu'il faut surtout attendre, c'est que la fédération fasse ses propositions. Après, les entraîneurs pourront faire les choix. Le 12e Gaïndé invite l'État du Sénégal à soutenir nos clubs représentants en Afrique, notamment Teungueth FC et le Yaraf de la Médina. Pour Issa Laye Diop, président du comité des supporters, qui se félicite par ailleurs de la candidature d'Augustin Senghor au poste de président de la Confédération africaine de football. Le 12e Gaïndé va battre campagne à cet effet, on l'écoute. Le 12e Gaïndé Sénégal d'abord vient de lancer la plateforme de mobilisation et de soutien à la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la CAF. Il consiste à mobiliser le maximum de signatures des Sénégalais d'ici et d'ailleurs et utiliser nos relations dans le cadre du réseau international francophone des supporters. Nous voulons que sa candidature soit une candidature africaine. Et tout ceci, nous allons organiser une journée spéciale pour lui remettre ce mémorandum, ce soutien, pour lui faire comprendre que tous les Sénégalais sont derrière sa candidature. Nous avons aussi saisi cette occasion pour magnifier cette classe de solidarité qui s'est créée autour de nos clubs, qui sont le Jaraaf et le Teungueth FC, qui vont nous représenter en compétition internationale. Nous saisissons cette occasion aussi pour lancer un appel solennel à l'endroit de son Excellence le Président Macky Sall, le premier 12e Gaïndé, de saisir cette opportunité pour booster le football local vers le sommet. Je pense qu'en recevant les présidents au palais, ce sera là une occasion de comprendre l'impact socio-économique du sport. Et puis, Chertidiane, ce soir, la finale du Trophée des Champions, un classico au menu. Il s'agit du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Match prévu ce soir à partir de 20h. Le Trophée des Champions se joue en ouverture de saison. Cependant, la pandémie de la Covid-19 a finalement causé ce gros décalage. En Espagne, les demi-finales de la Supercoupe se jouent ce soir à partir de 20h. La Real Sociedad croise le Football Club de Barcelone. Demain, pour la seconde demi-finale, ce sera entre le Real Madrid et l'Atlético Bilbao. En Italie, c'est aussi les huitièmes de finale de la Coupe nationale à 14h cet après-midi. La Fiorentina joue contre l'Inter de Milan. Empoli est en déplacement chez Napoli de Kalidou Koulibaly à partir de 16h45. 19h45, c'est la Juventus de Turin qui joue contre le Genoa. En Angleterre, on joue pour le compte de la 18e journée de la Premier League à 18h. Manchester City, 6e au classement, accueille Brighton en match retard de la 16e journée à 20h15. Aston Villa joue contre Tottenham qui occupe la 5e place au classement. À noter que Manchester United est devenu le nouveau leader de la Premier League après sa victoire hier 1-0 sur la formation de Burnley à l'issue donc de cette journée. Suleiman. Merci à vous, Chertidiane Diagne. Il est 12h31. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi 13 janvier 2021, lue et commentée par Georges Déthié Diop.
Alerte Covid au palais de justice Lat Dior. En effet, selon l'Observateur, l'affaire de la piscine partie aux Almadies a créé la panique au tribunal de Dakar. Oui, elle a installé l'angoisse au tribunal si l'on se fie au quotidien Les Échos. L'Obs révèle qu'une des 47 personnes arrêtées est testée positive au Covid-19. Et finalement, tous les mis en cause ainsi que d'autres détenus ont été mis en quarantaine à l'hôpital Fann. Les Échos précisent que la personne testée positive était dans la cave du tribunal avec plus d'une cinquantaine d'autres détenus. Aussi, ajoute mon confrère, l'affaire a fini par mettre en danger avocats, magistrats et autres détenus qui sont passés à la cave. Conséquence de tout cela, souligne l'Observateur, la libération de toutes les personnes arrêtées lors de la piscine party. 4 d'entre elles ont été testées positives au Covid-19, conclut Tribune. Le coronavirus toujours. Le journal Le Quotidien nous apprend que le Sénégal est sur le point d'acquérir ses premières doses de vaccination. En dehors de l'initiative COVAX, les autorités sont en pourparlers avec la Chine pour en obtenir dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination. Le journal rapporte les propos du ministre de la Santé lors d'une rencontre hier avec les évêques du Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que le Sénégal est en pourparlers avec la Chine pour voir comment acquérir le nombre de doses qu'on avance. 200 000 au minimum de Sinopharma. Source A aborde le même sujet. Selon mon confrère, Pékin a proposé au Sénégal 200 000 doses de son vaccin développé par ses industries pharmaceutiques. Toutefois, précise Source A, Dakar, qui devrait officialiser cette nouvelle prochainement, est dans l'attente de disposer des éléments scientifiques avant d'accepter le vaccin. C'est-à-dire que Dakar joue à fond la carte de la prudence. L'affaire de la disparition de Diarisso. L'Observateur affirme que le Sénégal et la France ont fait du dossier une affaire d'État avec l'implication du directeur Afrique et de l'océan Indien au Quai d'Orsay. Christophe Bigot, ancien ambassadeur de la France à Dakar, Diarisso, est porté disparu depuis le 4 janvier. Sa maman confie dans l'Observateur que depuis cette date, elle n'arrive plus à fermer l'œil. Dans le journal Le Quotidien, elle dit guetter la moindre information. À la une de Vox Populi, accusation de mauvaise gestion à Dakar Demdik, Maître Moussa Diop brûle Boun Khatab Sylla. Selon le journal, Moussa Diop a porté une réplique salée à l'actuel directeur général de Dakar Demdik. Non seulement il a rejeté les accusations de mauvaise gestion et de népotisme portées à son encontre, mais il a annoncé une citation directe contre Oumar Boun Khatab Sylla. Ce n'est pas tout, il flétrit la gestion de son successeur. Selon Maître Moussa Diop, c'est la bamboula à Dakar Demdik depuis qu'il est parti. Et pour preuve, il révèle que le nouveau directeur général a acheté un véhicule à 85 millions de francs CFA et recruté ses marabouts avec des salaires de directeur. Des révélations qui, aux yeux de Tribune, interpellent Macky Sall et la justice. Pendant que Vox Populi et Tribune s'intéressent à la gestion à Dakar Demdik, Libération, lui, s'arrête sur Dakarnave. Le journal indique que le contrat de 25 ans signé entre l'État du Sénégal et Dakarnave pour l'exploitation des activités des chantiers de réparation navale est la preuve d'un enrichissement sans cause de la société portugaise Lisnave International SA. Libération rapporte que sur 12 milliards de francs CFA empochés en 2020, la société ne va verser qu'1% du montant à l'État selon les clauses du contrat. Un contrat qui prévoit que l'État rembourse à Dakarnave tous ses investissements à la fin de la concession en 2024. Autre révélation de mon confrère, depuis 1999, Dakarnave occupe 24 appartements de la Cyrne situés en centre-ville et paye entre 60 et 80 000 francs CFA par mois. Sport pour terminer, l'attraction ce soir en France, Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye contre l'Olympique de Marseille. C'est pour le compte du trophée des champions. Le journal Stade parle d'un 99e classico électrique, record d'un PSG revanchard à l'assaut de l'OM. À vos kiosques et bonne lecture. Le travail.